quel est le jeu vidéo mondialement connu sur lequel vous pouvez être assis sur votre chaise, créer en 5 minutes un château, casser des pierres à la main et croiser un mouton rose. Oh, mais ça va pas être facile. T'as tué mon effet, t'as tué mon effet. Bon, ben, évidemment. Ah, pardon, je me trompe à chaque fois. Non, évidemment, Minecraft, le succès mondial que l'on connaît tous. Et en fait, ça me fait rigoler parce que quand j'ai raconté que j'allais faire une conférence sur Minecraft à mon fils, qui est passionné de Minecraft, ouais, non, j'étais son héros. Franchement, j'étais son héros, jusqu'à ce qu'il se rende compte que je ne travaille pas chez Mojang. Et alors là, il m'a traité de noob. Il m'a dit, bon, on a un peu discuté, il m'a demandé, oui, est-ce que dans le Nether, il y a des Ederman, machin, etc. Je dis, oh là, attends, je suis pas super pro, j'ai déjà crafté 2-3 trucs, mais bon, je ne suis pas un super pro. Puis alors, donc, je suis devenu une ferme à mobs, des trucs. Vous êtes familier avec tout ce langage de Minecraft? Qui est familier? Attendez, qui a déjà joué à Minecraft? Eh, c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Non, que ça, moi, une petite dizaine. Là, tu as joué aussi à Minecraft? J'ai pas le choix, je découvre comme ça, mais j'ai un fils de 9 ans qui... Mais c'est un jeu génial. parle de ça tous les matins. C'est un jeu génial, gardez-le en tête, parce que c'est un jeu... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, c'est ce qu'on appelle un open world. L'idée, c'est vraiment d'être en capacité de créer tout ce que l'on veut, de vivre un petit peu toutes les aventures que l'on veut, dans un monde que l'on va pouvoir construire, déconstruire, etc. Mine, donc c'est-à-dire qu'on va creuser, on va chercher un certain nombre de matériaux, et avec les matériaux qu'on a récupérés, on va construire les châteaux, comme je vous disais tout à l'heure, ou des donjons, n'importe, etc. Donc voilà, c'est vraiment un jeu extrêmement créatif. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, moi mon fils, ma fille aussi, qui joue à ce jeu, c'est un jeu sur lequel on peut revenir quelques années après, quelques mois après, on reprend facilement goût. Donc je sais que mes enfants, typiquement, ils arrêtent pendant des mois, puis après ils reprennent, etc. Ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça. Donc c'est un jeu extrêmement étonnant, et quelque part, ça fait réfléchir de par sa durée. Alors, je me trompe à chaque fois de trucs. Bon, c'est pas grave. Minecraft, alors avant tout, Minecraft, d'où ça vient? Minecraft, ça vient de l'esprit créatif d'un homme, ouais, c'est pas grave, d'un homme qui s'appelle Marcus Persson. C'est un développeur suédois qui travaillait dans une boîte de jeux vidéo, puis un jour il s'est dit, je vais créer mon propre jeu vidéo. Et donc il a commencé à coder son propre jeu vidéo. On est en 2009, ouais, je sais, ça fait loin pour certains, très très loin. Et donc il commence à jouer juste sur des textures en 2D, etc. Quelque chose de très simple. Et puis il y a un autre jeu qui arrive, un autre jeu qui s'appelle Infiniminer, qui s'appelle donc en 2010 ou dans les eaux comme ça à peu près. Et ce jeu ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à Minecraft. Il a une grosse différence, c'est que c'est deux équipes ou deux joueurs qui jouent l'un contre l'autre. Ils doivent creuser, aussi pareil, hein, même idée que Minecraft, mais ils sont l'un contre l'autre. Et ils peuvent aussi crafter, ils peuvent construire un certain nombre d'éléments. Et Marcus, alias Notch, se rend compte que, en fait, qu'est-ce qui plaît le plus aux joueurs? C'est pas d'être l'un contre l'autre, c'est vraiment le côté créatif. Le fait que finalement, tiens, vous connaissez les graphismes de Minecraft, ils sont extrêmement basiques, mais le fait de pouvoir créer des choses, de pouvoir construire des choses, c'est ça qui vraiment suscite l'intérêt du joueur. Infiniminer, le jeu va être abandonné et en fait, Notch va reprendre en fait l'idée et il va créer Minecraft et on voit un petit peu le succès que c'est aujourd'hui. Je m'étais trompé vraiment de slide, mais bon, bref. Donc Minecraft, la finale version sort la vraie première version, alors il commence en 2009, mais sort vraiment en 2011. Une première version finalisée de Minecraft, extrêmement basique. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Minecraft, c'est la dimension. C'est l'amplitude du phénomène. On parle de 300 millions de copies vendues. Il n'y a aucun autre jeu dans le monde, à part peut-être Tetris. Alors, et qui connaît Tetris? Ça va. Pas tant que ça quand même, hein, Tetris. Moi, j'y ai joué pendant des heures, je ne sais pas vous, mais tiens, comme par hasard, c'est des cubes aussi ou des carrés. Bon, c'est marrant, mais je ne sais pas, on doit avoir un truc, l'être humain doit avoir un truc avec les carrés. Je ne sais pas. Bon, c'est intéressant. En tout cas, des briques. Des data bricks? Non, pardon. Donc, ouais, c'était pas mal. Non, j'avoue, c'était un peu abusé. Non, ok, je la referai pas. 130 millions de joueurs, vous vous rendez compte? Mais surtout, ça fait une quinzaine d'années que ça dure. Et le phénomène ne fait que s'amplifier. 22 plateformes, toutes les consoles, tous les mobiles, iOS, PC évidemment, il y a plusieurs versions.
22 plateformes. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de ce que c'est? L'ampleur des données qu'il peut y avoir derrière. C'est colossal. Juste un autre chiffre pour montrer aussi l'ampleur du phénomène. Une fois de plus, il n'y a aucun autre jeu dans le monde sur une telle plage de temps qui a eu un tel succès, une telle croissance. Regardez, en 2023, on est encore en croissance et je crois qu'en 2024, c'est pareil. Je vous parlais de 174, on doit être à 190 millions de joueurs. C'est énorme. C'est un phénomène qui s'amplifie, qui ne s'arrête pas. Une fois de plus, sur une telle durée de temps, c'est du jamais vu. Alors la vraie question, c'est pourquoi, finalement? Comment ils ont fait pour rendre en fait cette expérience aussi incroyable et surtout la faire perdurer dans le temps? C'est quelque part là que ça interroge. Eh bien, en fait, un petit peu comme Notch, notre fameux Marcus, développeur suédois, qui en fait, quand il a lancé Minecraft, il a d'abord lancé son code, il a d'abord mis à disposition son code sur des forums. Et en fait, il a créé et il a construit son logiciel, son jeu, avec les retours en fait, des joueurs. Donc à chaque fois qu'il y avait des modifications, à chaque fois qu'il y avait des critiques, il a mis en place ces critiques, il a pris en compte les informations. Et en fait, il y a eu vraiment dans l'ADN de Minecraft cette prise en compte du retour d'expérience utilisateur. Ça faisait vraiment partie de son ADN. Donc la personnalisation, l'adaptation de l'expérience joueur, c'est vraiment ce qui lui a pris à cœur dès le début du jeu et qui continue encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. Évidemment, on va revenir sur ce point. Évidemment, écoutez les communautés. Il a débuté sur les forums. Alors, il y en a peut-être qui ne savent même plus ce que c'est que des forums ici, parce que les forums, c'est... Bon, qui ne sait pas ce que c'est qu'un forum? Mais personne ne va oser lever la main. Ok, non, mais c'est un peu vieux, hein, les forums, ça se fait de moins en moins quand même. Donc maintenant, il y a d'autres moyens. Bon, bref. En tout cas, l'idée est la même. L'idée est vraiment de mettre à disposition et puis de reprendre, en fait, récupérer en fait, le feedback en fait, des joueurs ici pour être en capacité d'adapter le jeu et l'affiner pour être plus pertinent. Donc, une fois de plus, l'ADN, de l'innovation, des nouveaux contenus. Je vous l'ai dit, on est dans un monde ouvert. Tout est possible dans Minecraft. Absolument tout est possible. Donc, c'est aussi ce qui fait sa beauté et sa force. Donc, quand on est dans l'œuvre du tout est possible, eh bien, tout est possible, c'est bien, mais il faut aussi quand même être capable de cibler. Donc, combiner ces capacités avec les retours utilisateurs, ça faisait vraiment partie des modifications qu'ils ont améliorées. Le gameplay, bien entendu, adapté en continu, mais tout ça, bien entendu, est lié, comme je vous disais. Alors, ça, je vous ai posé un petit peu le décor. Mais quand on parle d'un jeu qui a quand même une quinzaine d'années, vous imaginez bien qu'il a vécu plein de choses, ce jeu. Et en termes de technologie, il a vécu plein de choses. Une équipe de data scientists, donc c'est les gens avec qui nous avons eu affaire, qui travaillaient donc sur les sujets que je viens de vous présenter pour être en capacité de récupérer l'information du joueur. Et vous savez maintenant, tout le monde le sait, hein, quand on joue, toutes les informations sont capturées, hein, chaque clic, chaque temps passé, etc. Bon, ce n'est pas vrai que sur les jeux vidéo, c'est vrai partout, mais bon, c'est un autre débat. Mais tout est récupéré et tout est analysé. Donc il faut des data scientists qui soient capables d'interpréter tous les signaux provenant des jeux. Et je vous rappelle, 22 plateformes, je crois qu'il y a plus de 50 pays, etc., qui sont couverts, enfin tous les pays dans le monde, mais en fait 50 langues, pardon. Donc voilà, il faut être capable de prendre en compte tous ces éléments. Donc ces fameux data scientists, qui sont partis de zéro, il faut dire ce qui est, donc on construit en fait progressivement leur façon de travailler. Et ils travaillaient de manière très très isolée, c'est-à-dire que chacun travaillait un petit peu dans son coin. Alors comment ils faisaient? Très bêtement, ils avaient une plateforme Big Data, hein, HD Insight, sur Azure. Bon, tout le monde sait que Mojang s'est fait racheter par Microsoft, hein, bien entendu, donc ce n'est pas un hasard. Ils récupéraient les données, parfois ils récupéraient des données de base de données, ils faisaient toute cette mixture sur des VM qu'ils instanciaient clairement pour pouvoir faire leurs analyses. Donc chacun travaillait dans son coin, ses propres langages, ses propres outils, et tout ça, évidemment, ce n'était pas très, conforme, je veux dire, et puis surtout, ce n'était pas très scalable. C'était très compliqué en fait, de mettre en place une vraie stratégie d'analyse de données avec justement des démarches très isolées comme ça. Donc voilà un petit peu le contexte quand, en fait, je me trompe à chaque fois moi,
quand ils sont venus nous voir, quand ils sont venus voir Databricks. Donc Minecraft, Mojang, le studio Mojang donc, est venu nous voir. Ils nous ont présenté la manière dont ils travaillaient. Et en fait, très simplement, ils nous ont dit, bon, voilà, on veut essayer Azure Databricks, hein, donc la plateforme Databricks qui est disponible sur le cloud Azure. Et on voudrait l'essayer pour justement être en capacité de scaler, être en capacité de collaborer. Donc, ils nous ont dit, bon, allez, on va faire un POC, ça devrait prendre 4-5 mois, à peu près. Je ne vous mens pas, hein, il y a le témoignage sur Internet. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut en tirer en termes d'analyse sur les modèles que l'on réalise, etc., sur les segmentations, les clusterisations, tout ça. OK, banco. On dit, bon, c'est très bien, vos données, elles sont d'ores et déjà disponibles, hein, puisque elles étaient sur le cloud, et on est parti sur un POC avec eux. Très bien. Connaissez-vous Databricks? Alors attention, parce que ça, c'est la question piège de la soirée. Connaissez-vous Databricks? Qui ne connaît pas Databricks? Alors, j'allais dire vous sortez, non, je plaisante. non, je plaisante. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Databricks, c'est une histoire un peu différente. Mais c'est une histoire assez aussi intéressante, l'histoire de Databricks. Databricks, c'est l'histoire de 7 chercheurs à l'université Berkeley qui, à l'époque du Big Data, je ne vais pas demander qui connaît l'époque du Big Data et Hadoop, mais si vous vous souvenez, il y a dans les années 2010, Hadoop, on ne parle que de Hadoop. Les sociétés qui ont besoin de gérer des grosses masses de données mettent en place du Hadoop. C'est super, mais on commence à se casser les dents parce que Hadoop, c'est très compliqué à gérer, c'est lourd, c'est lent, etc. Donc il y a vraiment des gros soucis liés à Hadoop. Et ces 7 chercheurs hein, qui sont d'ailleurs toujours chez Databricks, ça c'est pas commun, donc dirigé par Ali Ghodsi, hein, donc, qui est aujourd'hui le CEO de Databricks, eh bien, ces 7 chercheurs vont créer Spark. Donc Spark, je crois que tout le monde aussi doit connaître un petit peu Spark, qui va être le moteur qui va permettre de gérer en fait en masse des gros traitements de données. Donc il se dit, c'est super, MapReduce en fait, à l'époque, hein, Hadoop MapReduce, c'est très bien, mais c'est très lent. On va créer un moteur beaucoup plus rapide, qui va travailler en mémoire et qui va être beaucoup plus performant que MapReduce. Pari gagné. En 2013, donc Spark marche et on connaît le succès aujourd'hui hein, de Spark, hein, qui, je vous rappelle, est un projet open source, parce qu'ils vont le mettre à disposition sur la communauté. Et ils se disent, bon, c'est super, ces clusters, ces gros moteurs de traitement de données, ils marchent super bien, mais bon, il faut les gérer. Donc ils se disent, bon, on va créer une société qui va permettre de gérer en fait, ces clusters, et c'est Databricks. Donc Databricks qui est né de cette idée de traiter des énormes volumes de données et de simplifier la vie de vous, clients, qui devez traiter ces données de masse sans vous soucier des aspects technologiques. Voilà. Databricks est né vraiment de cette idée. Alors après, on a créé beaucoup de choses, hein, beaucoup de projets open source. Donc, vous l'avez compris, l'ADN Databricks, c'est vraiment un ADN d'open source. On a créé Delta Lake pour stocker en fait, les données. On a créé MLflow pour être capable de gérer et monitorer en fait, tous les modèles d'IA. Voilà, tous ces projets aujourd'hui, j'en cite d'autres des meilleurs, Unity Catalog, etc., sont des projets open source qui sont, sur lesquels évidemment Databricks est très actif, mais sur lesquels tous les clients peuvent en fait accéder en allant simplement sur les GitHub qui vont bien. Pour aller un ch'touilla plus loin sur Databricks, parce que je vous ai parlé de l'idée de rendre le moteur en fait, de traitement des données beaucoup plus performant, et bien, ils se sont dit « Ah, c'est super, ça marche bien ». On maintient bien ça, mais alors ce qui serait bien, c'est d'aller un cran plus loin. Hadoop, il y avait la partie, ce qu'on appelle HDFS, qui est la partie file system, en fait, la partie là où on stocke vraiment dans le livre les données. On se dit, aujourd'hui, il y a le cloud, et il n'y a rien de moins cher que de stocker en fait, des données, des fichiers dans le cloud. Pourquoi on n'utiliserait pas en fait, les données dans ces fournisseurs de cloud, hein, donc Azure, GCP et AWS, pourquoi on n'utiliserait pas ces fournisseurs d'accès, leur capacité de stockage, qui est quand même pas chère du tout, et on poserait par-dessus en fait, notre moteur de traitement. Et c'est exactement ce qui a été fait. Donc, c'est ce que vous voyez ici, la couche basse. Donc, Databricks aujourd'hui permet, et on verra hein, avec Mojang que c'est exactement ça, les données sont... Est-ce que ça marche mon truc? Non, vous ne voyez pas, c'est pas grave. Les données sont stockées sur Azure, dans des buckets Azure, tout simplement. Par-dessus, vous avez en fait toute la capacité de traitement des données, donc le moteur Spark, évidemment, géré. Et puis surtout, on va rajouter des services, parce que c'est bien gentil de tout ça, mais vous allez me dire, les données, c'est quand même pas juste stocker et puis traiter.
il faut ajouter de la gouvernance, il faut ajouter du contrôle. C'est ce qu'on a rajouté avec le projet open source Unity Catalog. Donc, on permet de gérer ça, évidemment. Et puis, et surtout, de gérer l'utilisation de ces données. Et c'est important parce que dans le cadre de Mojang, c'est exactement ce qu'ils vont utiliser. J'ai besoin de faire de l'IA, j'ai besoin de créer des modèles. Alors c'est facile de créer des modèles, on peut tous faire des modèles très simplement. On prend un notebook, on l'exécute, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile de le maintenir, c'est beaucoup plus difficile de le faire vivre et de le monitorer, de faire le scoring, etc., de le gérer au jour le jour. C'est ce que l'on fait au sein de cette plateforme. On a besoin, évidemment, d'avoir accès à des grosses données. Vous avez des outils de reporting, des outils divers et variés pour accéder aux données. Vous avez besoin de faire du warehouse, du SQL Warehouse. Évidemment, on propose ces fonctionnalités. Vous avez besoin de traiter, de transformer les données et de gérer la qualité des données tout au long des traitements, de créer des pipelines de données. On propose cet outillage. Et puis, enfin, vous avez besoin de faire du dashboarding et aussi, pourquoi pas, d'interroger vos données en langage naturel. C'est ce que l'on fait aussi avec AI/BI Dashboard. Donc, si je résume, parce que j'ai dit beaucoup de choses, Databricks, c'est évidemment la capacité de se brancher sur les grands cloud providers, AWS, Azure, GCP, pour la partie stockage, en fournissant toute la capacité de traitement et un certain nombre de services, principalement portés sur l'IA, mais aussi tout ce qui est dashboarding, etc., ce que vous avez besoin un petit peu tous les jours. Voilà très très brièvement ce qu'est Databricks. Mais, oui, parce qu'il fallait que je rajoute un slide technique, on m'a dit, attention, parce qu'il y a des gens qui sont experts ici, donc on va rajouter un slide technique. Donc, pour ceux qui sont moins techniques, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça ne va pas durer trop longtemps. Mais voilà, l'idée, en termes d'architecture, et c'est une architecture relativement simple, voilà tel que ça pouvait se passer chez Mojang. Donc, les données étaient stockées en fait dans la partie en haut à droite, dans un blob storage, donc dans un bucket, donc un file system finalement dans le cloud, ni plus ni moins. On a rajouté en fait cette couche de traitement de données. Donc ça, c'est la couche basse en fait que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'architecture médaillon. Est-ce que quelqu'un connaît l'architecture médaillon? Ah, j'en ai un, c'est bien, courageux en plus. C'est bien. L'architecture médaillon, c'est une méthodologie en fait d'intégration de données. D'abord, on récupère les données telles quelles, après on les transforme. Donc c'est la partie bronze, je récupère telles quelles, après on les transforme, et après on les enrichit, on les agrège pour être capable d'être utilisés par les différents utilisateurs. C'est la partie gold. Donc ça, c'est juste un processus de traitement de données qui permet de s'assurer que les données sont vraiment consistantes et sont disponibles pour les bons utilisateurs à tout moment. Au-dessus, vous voyez la couche d'IA. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, la capacité de créer des modèles, mais surtout, de les maintenir. Une fois de plus, créer des modèles, c'est aujourd'hui extrêmement simple. Par contre, d'être capable de les maintenir, de les faire vivre, ça c'est beaucoup plus complexe et vous avez besoin d'outils qui sont vraiment faits pour gérer le scoring, le feedback utilisateur, etc. Tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, particulièrement avec l'IA générative que l'on connaît tous. Et puis, bien sûr, la restitution des données. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un POC. Sachez que ce POC a duré 5 jours. Et là, vous allez dire, oh, il est fou ce type. Non, je sais, vous allez le dire. Il n'est pas fou, en fait, ça s'explique. Il n'est pas fou. Pourquoi 5 jours? Tout simplement parce que les données étaient là. Les données étaient déjà présentes dans des fichiers, je vous ai dit tout à l'heure, dans Azure. Donc, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de transformation, etc. Et ça, d'ailleurs, Mojang nous l'avait dit, leurs data scientists perdent entre 60 et 70% de leur temps à retravailler les données. Donc, elles étaient déjà là. Donc, elles étaient déjà utilisables. Il y avait, entre guillemets, plus qu'à appliquer des modèles. Et on va voir, la bonne nouvelle, c'est que nous, on en fournit déjà un grand nombre prêts à l'emploi. Donc, très rapidement, en fait, les équipes de Mojang ont récupéré leurs données, ils ont appliqué des modèles et ils ont commencé à utiliser, en fait, la plateforme Databricks. Très naturellement, alors ce sont des data scientists, donc ils étaient déjà relativement habitués à ce genre d'outillage. Et donc, finalement, ça s'est fait naturellement et vraiment, en 4-5 jours, ils ont adopté la plateforme et c'est devenu leur plateforme vraiment de gestion de données en masse. Alors, il y a un certain nombre de retours, j'en reparlerai après, mais il n'y a pas que l'aspect technologique. L'aspect technologique, c'est important, la techno, elle est super, okay, mais il y a vraiment aussi un aspect qui est très très important, c'est l'aspect collaboratif. Je vous dis tout à l'heure, les data scientists chez Mojang travaillaient vraiment très en silo. Chacun, il y en a même qui ne travaillaient pas du tout sur les mêmes langages, il y en a qui travaillaient en Java, il y en a qui travaillaient en Python, d'autres en R, etc. Donc, ils étaient vraiment sur des schémas technologiques très différents. Le fait d'avoir au moins la même plateforme,
qui peut d'ailleurs gérer des langages différents, eh bien, ça a permis vraiment d'unifier, j'aurais presque envie de dire, l'expérience data scientist, pour faire un parallèle avec l'expérience joueur. Mais c'est vraiment ce qui leur a permis d'aller beaucoup plus loin et de passer à la vitesse supérieure. Ils pouvaient partager maintenant des données, ils pouvaient partager des morceaux de code, ils pouvaient partager un certain nombre d'assets pour pouvoir avancer et être beaucoup plus productifs. Donc ça, c'est un point aussi que Mojang a relevé qui était extrêmement important, particulièrement par rapport à leur expérience précédente. Et bien sûr, on va en reparler très rapidement, le système de recommandation. Ils l'ont mis en place, on va en reparler. Et surtout, cette capacité de détecter les signaux. L'expérience joueur, je vous ai dit tout à l'heure, on capture plein de données provenant des joueurs, chaque clic, chaque expérience, chaque temps passé sur un endroit, etc. Tout cela est capturé. Databricks leur a permis de récupérer ces informations en quasi temps réel et de pouvoir mettre en place les modèles et de pouvoir même mettre de l'alerting qui allait bien par rapport aux différentes actions réalisées. Donc il faut être capable de gérer des données en masse, mais il faut être aussi capable de gérer des données en mode streaming, en mode quasi temps réel, pour pouvoir adapter le gameplay, vraiment pas en quasi temps réel, mais presque. Donc ça aussi, c'était un point important qu'ils n'arrivaient pas à faire jusque-là. Ça va jusque-là? J'ai perdu personne? Vous pourrez poser des questions après. Alors, je vais juste passer en revue deux grands use cases, parce que c'est des grands use cases dans le monde du gaming, mais pas que, j'ai envie de dire. Je pense que si on parle, il n'y a pas que l'entertainment qui est très intéressé par du moteur de recommandation, mais évidemment dans la banque aussi, dans l'assurance aussi. À partir du moment où on vend des produits, on peut avoir besoin de recommander des produits qui sont adaptés en fait, à ce que l'on est ou à l'expérience que l'on vit. Donc, le moteur de recommandation, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous ce soir parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant et en plus pas si complexe que ça à mettre en œuvre. Et puis le deuxième élément, qui fait aussi partie de l'ADN de Mojang, c'est vraiment l'analyse du contenu, enfin l'analyse en fait de la communauté, de ce qui se passe sur les différentes communautés. Aujourd'hui, on est dans un monde de communauté, on est dans un monde de communication, tout va hyper vite, énormément d'informations sont partagées. Comment trier toutes ces informations et surtout comment être capable de les utiliser pour pouvoir mener les bonnes actions. Donc ça, c'est vraiment les deux gros use cases sur lesquels Mojang s'est attaché tout de suite. Alors, je vais commencer par le moteur de recommandation. Alors, les deux tours, ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, je vous dis tout de suite. Les deux tours, c'est un modèle de recommandation qui est pas jeune, qui date dans des années 2010, je crois, mais qui s'est considérablement démocratisé. Alors, pourquoi j'en ai parlé? Déjà parce que Mojang, évidemment, l'a utilisé, mais je trouvais ça assez rigolo parce que tout le monde a entendu parler aujourd'hui d'IA générative et de RAG. Tout le monde a entendu parler de RAG, Retrieval Augmented Generation, quasiment. C'est la même idée. C'est l'ancêtre du RAG. Alors, l'idée, elle est très simple. Vous avez des informations joueurs. Je vous ai dit tout à l'heure, on récupère plein d'informations sur le joueur. Alors, évidemment, là, j'ai mis des informations vraiment de base, mais quand on a un joueur Minecraft, on sait sur quel jeu il joue, combien de temps il y joue, etc. Enfin, on a vraiment plein d'informations sur ce qu'il fait, son activité, quel type de jeu ou quel type de mode il aime. Alors, les modes, c'est les plugins, les add-ons, en fait, Minecraft. Il y en a plein, des centaines. Et donc, on sait tout ça, parce qu'on l'a collecté, on l'a récupéré. Et puis, en dessous, c'est la deuxième tour, ce qu'on appelle la deuxième tour, vous l'avez en bas ici. On a, en fait, tous les assets, tous les produits que l'on va pouvoir proposer. OK? Donc, on a, voilà, j'ai tous mes modes, j'ai tous les produits que je voudrais vendre, etc. Jusque-là, on est d'accord. Le truc, c'est de se dire comment je vais faire pour aligner les deux. Comment je vais faire pour me dire tel joueur, il pourrait être intéressé à ça, à tel mode ici. Et c'est pas évident parce que c'est comme comparer des choux et des carottes. On vous a toujours dit en cours de maths, vous ne comparez pas des choux et carottes. On ne compare pas des X avec des Y, vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce n'est pas évident. Eh bien, on va utiliser en fait la technique de similarité, de recherche par similarité. Et la première chose à faire pour ça, et c'est la même chose qu'on va faire dans le RAG, quand vous faites de l'IA générative, vous voulez rajouter en fait vous voulez enrichir votre LLM avec des informations provenant de l'extérieur, vous allez faire ce qu'on appelle du RAG, et vous allez utiliser exactement la même technique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord devoir transformer mon information joueur.
Mon joueur, eh bien, en fait, je peux le voir sous différents prismes, différentes dimensions. Donc, je sais que ce joueur, c'est un homme. Alors, je sais qu'il est de tel pays, etc. Donc, je vais le caractériser avec un certain nombre d'informations. Et cette information, en fait, cette information contextualisée avec ce qu'est mon joueur, je vais la numériser. C'est ce qu'on appelle un vecteur, un embeddings, pour ceux qui entendent parler. C'est ce que vous voyez au-dessus. C'est une visualisation, en fait, contextuelle de mon utilisateur. Je vais faire la même chose en bas, avec tous mes modes. OK ? Donc, je vais avoir des vecteurs, ils sont gros, hein, c'est des grands vecteurs, ils ont plusieurs milliers de dimensions. Et à partir de ces vecteurs, je vais être capable d'utiliser en fait un moteur de similarité. Alors là, ça devient super mathématique, je ne vais pas aller dedans, mais l'idée, c'est ça va être de comparer les vecteurs pour se dire, tiens, ça se ressemble, ils ne sont pas loin. Ils sont pas loin. C'est comme quand vous vous souvenez, en maths, vous avez x, y, vous avez 2 points, ils ne sont pas très loin. C'est les plus près. Si c'est les plus près, finalement, c'est peut-être qu'ils ont un lien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est exactement ça, la similarité. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi quand on fait du RAG aujourd'hui. Si ce n'est que le RAG, on découpe le document d'abord et après on regarde la similarité de ce que l'on a demandé avec des morceaux de documents. Voilà, je synthétise. Vous pouvez me reposer des questions après, mais bon. Eh bien, ce modèle des 2 tours vous permet en fait de voir après donc, quels sont les modes les plus pertinents en fait, pour mon utilisateur ou les nouveaux jeux, ou etc. Donc tout ce qui va être le plus pertinent, tout ce qui se rapproche de plus de ce qu'il est. Première chose. La bonne nouvelle, c'est que chez Databricks, et c'est pour ça que ça a mis 4-5 jours, ce modèle-là, on le fournit out of the box. C'est-à-dire que Mojang, ils ont pris le code, ils l'ont mis, et puis ils l'ont fait tourner. C'est quelque chose d'assez connu, hein, le modèle tour, vous ferez une recherche si vous voulez, il n'y a pas de secret, voilà. Mais c'était prêt à l'emploi. Donc ils ont juste eu à le prendre, ils l'ont appliqué, et maintenant ils l'affinent, etc. Ils le customisent par rapport à leurs besoins, mais on a une marketplace qui permet d'utiliser un certain nombre de modèles qui sont très réputés, comme celui-ci, pour pouvoir les utiliser très rapidement. Donc ça veut dire que vous aussi qui voulez faire de la recommandation, c'est ce que vous, on en est tous sujets à la recommandation aujourd'hui, à Netflix, je ne vous fais pas le dessin, mais on est tous sollicités avant, c'est ça, voilà, on y est. Bon, ce n'est pas toujours Databricks derrière, hein, mais ça devrait. Bref, donc voilà, c'est aussi une des raisons qui a expliqué le succès et la rapidité de l'adoption. Et les résultats sont là. Hein. Les résultats, ça c'est vraiment ce que nous a dit Mojang. Et on voit vraiment, du concret ici. Donc c'est-à-dire que des joueurs qui s'étaient amusés à terminer des donjons. Alors les jeux de donjons, moi je ne connaissais pas avant de venir, je vous avoue. Hein. Les jeux de donjons, le terme donjon, c'est des jeux en fait où vous êtes dans des espaces clos. En général, il y a plusieurs étages. Et puis on doit tuer plein de méchants. Hein, puis on devient plus fort à chaque fois, etc. Donc, mais c'est assez basique, c'est assez bourrin, je dirais. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc, mais bon, voilà. Typiquement, Notch adorait ce type de jeu. Et donc Dungeon Crawler, typiquement, donc ce type de jeu a été proposé vraiment à des joueurs qui avaient déjà eu cette expérience, qui avaient passé un certain temps, etc. Donc vraiment le ciblage des utilisateurs. Ça leur a été proposé sur la marketplace Minecraft, parce qu'il y a une marketplace Minecraft, bien évidemment. Et donc le taux de transformation a été assez impressionnant immédiatement. Donc ça, c'est le premier, j'ai envie de dire, retour d'expérience que Mojang a eu avec Databricks dans le cadre du système de recommandation. Il y a d'autres modèles, il y a d'autres algorithmes de recommandation. Bien entendu, on peut en combiner, etc. Là, il faut être créatif et puis sortir du mode, j'ai envie de dire, créatif, passer en mode survie, parfois pour être capable de vraiment adapter aussi quelque part son algorithme par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Le deuxième use case que Mojang a voulu mettre en place, c'était vraiment, et je vous l'ai dit, hein, ça faisait partie de la culture de Mojang et de Minecraft, particulièrement de son fondateur, c'était vraiment d'être capable d'analyser toutes les tendances en fait, sur les communautés, alors pas les forums, mais aussi tous les réseaux sociaux, les tweets, etc. Donc, alors quand on dit ça, ça paraît simple au premier abord, mais en fait, il faut retracer le truc, j'ai envie de presque de dire depuis le début, ce que j'essaie de faire ici. Déjà, ça veut dire être capable de collecter les données à partir de différentes sources de données. Et vous savez comme moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces panoramas de je ne sais pas combien de logos de réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui.
C'est quand même un truc de fou. Alors évidemment, dans les jeux vidéo, il y a principalement du Twitch, il y a principalement certains réseaux spécifiques, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont vraiment capturé des informations provenant de ces réseaux sociaux. Ce n'est pas la pire des choses, parce que bien souvent, c'est des API, ça reste relativement simple. Le plus complexe, c'était vraiment d'être capacité de capturer ces informations en temps réel. Parce que quand on est dans un mode communautaire, on est dans un mode quasi temps réel. Ça va super vite. Les jeunes, ils échangent à une vitesse de dingue leurs différentes expériences, etc. Et puis, ils peuvent vite clasher le jeu rapidement et sortir à autre chose, quoi. Donc, il faut être extrêmement réactif. Donc, capturer les informations en temps réel, c'était un prérequis absolument indispensable qu'il fallait être capable de traiter. Du volume. Plus il y a de réseau, évidemment, plus il y a de volume. Alors, du temps réel plus du volume, là, ça devient aussi compliqué. Il faut être costaud, donc il faut être capable d'encaisser et de pouvoir traiter ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a capturé ces informations brutes, je vous ai parlé tout à l'heure des différentes couches, eh bien, il faut être capable de récupérer la substantifique moelle de ces informations. Et alors, en plus, avec les langages de jeunes, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une 50aine de langues, des cultures différentes. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une fois de plus, de l'ampleur. C'est pour ça que je vous ai mis les chiffres au début des nombres de user Minecraft, c'est colossal. Donc, faire de l'analyse de sentiments, c'est pareil. Quand on le fait juste en français, ça reste relativement simple. Quand on commence à se projeter sur un certain nombre de langues, c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est pareil, il fallait adapter les algorithmes et être capable au moins de définir positif, neutre, négatif, les différentes impressions des joueurs. Reconnaître les entités, ce qu'on appelle le Name Entity Recognition, NER. C'est être capable de détecter dans le texte en fait, des entités qui sont bien connues. C'est pareil, ça peut paraître simpliste, mais parfois il y a des acronymes, parfois il y a des fautes d'orthographe, etc. Donc il faut être capable aussi de faire entre guillemets de la logique floue pour récupérer les bonnes informations et être capable de les aligner. Donc quel biome, quel Underman, quel item, etc. Donc récupérer ces informations à partir des messages. Clustering sémantique. Il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et parfois, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'expérience de jeu. On peut parler de Minecraft, ça peut être une allégorie, ça peut être n'importe quoi. Être capable, en fait, de découper et de récupérer, en fait, chaque topic, pardon pour l'anglicisme, chaque sujet de discussion, merci, chaque sujet, et de pouvoir créer, en fait, des découpés par sujet. Ça aussi, c'était quelque chose d'important. Donc, ils ont utilisé, c'est pareil, hein, le Dirichlet, le DLA, c'est un algorithme extrêmement classique. Donc, ils ont utilisé cet algorithme, pareil, fourni out of the box par Databricks. Donc, vous voyez, un certain nombre de transformations et de récupération et d'analyse des informations. Marquer, être capable ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a segmenté, qu'on a découpé, qu'on a analysé, qu'on a segmenté les informations, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien c'est là qu'on va être capable de dire, alors là, il y a de la frustration, là, il n'est pas content pour telle raison, etc. Vous voyez, tout le travail, vraiment, on est brique après brique. Hein. Et donc, c'est ce qui s'est passé vraiment dans cette étape ultime, pour ensuite, après, dans les cas encore plus ultimes, faire la détection de crise, vraiment détecter les gros problèmes sur le jeu. C'est du monde ouvert. Hein. Donc, quand on est en monde ouvert, pour ceux qui ont déjà joué sur des mondes ouverts, c'est ouvert, donc parfois il y a des choses qui n'ont pas été forcément testées, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des comportements étranges, donc c'est pareil. Ils ont utilisé l'IA pour détecter en fait tous ces comportements étranges ou du jeu et des joueurs et les récupérer via les communautés. Et ils ont envoyé, en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau, hein, ils ont créé des workflows d'intervention, donc là on est dans du CI/CD, ils ont modifié le jeu en conséquence, etc. Alors ce n'est pas instantané évidemment, mais ils ont mis en place des chaînes vraiment de retraitement des données, etc. et de retraitement du code pour pouvoir interagir directement. Vous voyez, ce n'est pas une chaîne, quand on dit l'analyse de communauté, si on va jusqu'au bout, il y a quand même un certain nombre d'étapes, mais qui ici sont bien faites, expliquent aussi peut-être pourquoi ça fait quand même presque 15 ans que ce jeu existe. Ce jeu s'est adapté depuis le début, comme je vous le disais, aux réactions des utilisateurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, il continue. Alors, ça, c'est des retours du responsable de l'équipe Data Science. Donc, je vous laisse lire, mais clairement, aujourd'hui, il y a deux choses qui lui ont vraiment le plus. C'est vraiment être capable de passer à l'échelle.
ils n'arrivaient pas à passer l'échelle. Très clairement, quand ils sont venus nous voir, ils n'arrivaient pas à passer l'échelle. La technologie qu'ils avaient était limitée, était trop complexe pour pouvoir passer l'échelle. Donc ça, c'était un des gros problèmes. Le deuxième problème, c'était la collaboration des data scientists, qui était un vrai bloqueur pour pouvoir avancer et continuer à aller plus loin en termes d'expérience. Donc si je fais un petit récap, donc ça je vous l'ai dit 200 fois, mais c'est super important. On a beau avoir la meilleure technologie, si la technologie ne reste que de la technologie, j'ai envie de dire, elle ne sert pas à grand-chose. La technologie doit aussi être fédératrice. Elle doit permettre vraiment aux utilisateurs, aux practitioners, aux ceux qui l'utilisent, en fait, de travailler ensemble. Et c'est aussi dans cet esprit que Databricks a été conçu. Vraiment de fédérer en fait, les data engineers, les data scientists ensemble pour pouvoir avoir vraiment une expérience commune. Je parle vraiment façon Minecraft, mais je trouve ça marrant. Mais c'est vrai, c'est véritable. Ça, c'est la première chose. La culture du crafting. Databricks. Ce n'est pas un hasard si on a choisi Databricks parce qu'on travaille avec beaucoup de studios de jeux vidéo, figurez-vous, mais Databricks et Minecraft, franchement, je trouvais que ça va super bien ensemble, quoi. Dans Minecraft, vous récupérez des minerais et vous construisez des châteaux. Dans Databricks, vous récupérez des données qui ne sont quand même pas toujours terribles et vous arrivez à faire des magnifiques dashboards, vous arrivez à faire de l'analyse sémantique de ce que vous voulez. Ouais, c'est presque la même chose, certes un peu moins fun, mais c'est presque la même chose. Donc la culture du crafting commun, mais mine de rien, quand on a eu affaire au studio Mojang, c'était quand même, on a ressenti cette culture-là. Cette culture de, ouais, je veux pouvoir avoir toute la flexibilité dont j'ai besoin pour pouvoir traiter mes données, faire ce que je veux un petit peu mes données, etc. Donc, un petit peu comme dans le jeu Minecraft. Donc il y avait vraiment cette culture-là, et l'air de rien, c'était quand même plutôt rigolo. Le scaling, on est dans du gros big data, hein, du vrai big data, donc être capable de traiter des téras, des pétaoctets de données, ça faisait partie des critères. Et d'être capable aussi d'ingérer et de traiter des données en temps réel. Donc voilà, on est dans du vrai big data avec toutes les problématiques que ça va avec. Il faut être en capacité de scaler, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas tant que ça sur la place à pouvoir le faire. Si je récap un dernier coup pour Minecraft, ça c'est vraiment les chiffres qu'ils nous ont donnés, c'est pas nous. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur Internet. 66%, c'est précis, hein, parce qu'ils ont fait des calculs par rapport à avant, c'est pas moi. 66% de temps de traitement gagné, donc par rapport en fait, à leur façon de travailler. Alors évidemment, il y a aussi parce qu'ils travaillaient moins bien avant, ils travaillaient en silo, etc. Mais la plateforme aussi leur a permis vraiment de gagner en rapidité, de gagner vraiment en fluidité sur les différents traitements. Le système de recommandation, alors ça a été quasi immédiat, très vite. Ils ont observé des résultats, et alors ça se mesure en plus, c'est assez sympa, ça se mesure assez vite. Donc ils ont pu constater 2,5 fois meilleur, après bon, ça c'est leur calcul, de gains par rapport à là-dessus. Et puis 20% de coûts, ça c'est encore plus facile à calculer. Et ils ont pris avant, ils ont comparé avant. Donc contrairement à ce qu'on peut voir, le fait d'avoir rajouté en fait, cette brique technologie leur a fait gagner du coût. Tout ça parce qu'en fait, on utilise moins de compute pour faire beaucoup, de moteurs de traitement pour faire beaucoup plus, parce qu'on est vraiment optimisé pour ça, et enfin plein d'autres raisons. Mais ils ont vraiment constaté 20% de gains par rapport à tout ça. Je suis pas trop mal là. Je suis pas mal. Non, mais j'ai fini en fait presque. Comme ça, ils pourront après. Alors, si je conclus donc sur Databricks en général, je vous ai dit, hein, Databricks, on ne travaille pas qu'avec Studio Mojang, on travaille avec plein d'autres studios de jeux vidéo. Pas parce qu'on aime les jeux vidéo, même si moi j'aime bien les jeux vidéo, mais tout simplement parce que tous les jeux vidéo, comme je vous disais, traitent du big data, et on est quand même un des gros acteurs du big data. Donc, la transformation vraiment des données en masse, des données en temps réel, en vraiment quelque chose qui soit utilisable. On parle beaucoup de données aujourd'hui, on ne parle pas assez d'information, je trouve. L'information, ça a de la valeur. La donnée, c'est brut. C'est un peu comme quand vous êtes dans Minecraft et que vous prenez du sable, vous ne faites pas grand-chose avec du sable. Prenez un four, mettez votre sable dedans, vous avez du verre. J'ai découvert ça l'autre fois, je vous rassure, mais c'est génial. Mais Databricks, c'est la même chose. Vous prenez des données, mettez dans le four Databricks, puis après, vous avez un super tableau de bord, vous avez une super IA qui vous fait de l'analyse de sentiments, ce que vous voulez. Moi, je trouve ça marrant. Mais bon, bref, accélérer l'innovation, la plateforme est ultra moderne, elle évolue
énormément. Hein. Je sais pas si pour ceux qui ont vu, on est passé leader des leaders en IA, même devant les grands hyperscalers aujourd'hui chez le Gartner, donc, sur les plateformes de data science. Pardon. Donc on évolue très vite, on utilise toutes les technologies, les dernières technologies, et donc ça on les propose donc en mode cloud à nos clients. Et puis bien entendu, toute cette marketplace avec laquelle on peut proposer en fait ces modèles d'IA. On les simplifie aussi, on parle beaucoup d'agentic aujourd'hui par exemple. Tout le monde parle d'agentic. Là, si je pose la question, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'agentic, je pense que personne ne répond. Et bien l'agentic aujourd'hui, typiquement chez Databricks, c'est quelque chose qui est du no-code. Et c'est normal. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être dans le code aujourd'hui. Ça commence à devenir mature suffisamment pour être abordable et approchable d'un point de vue no-code. Vous allez pouvoir faire du RAG aujourd'hui dans Databricks sans taper une ligne de code. Bon, ça c'est le petit exemple. Tout ça pour dire, voilà, on suit vraiment l'évolution. On est open source, donc tout ce que vous faites dans Databricks ne vous bloque pas. Vous pouvez à tout moment changer de crèmerie, j'ai envie de dire, passer à autre chose, parce que en fait, tout est ouvert. Le monde est complètement ouvert. Allez, si je voulais finir et faire ma petite conclusion, je dirais, est-ce que vous êtes prêts? Donc, est-ce que vous êtes prêts à passer en mode survie avec vos données? Ça, c'est pas mal comme conclusion, non? Vous étiez en mode créatif peut-être? Non, j'exagère, je ne sais pas, mais passer en mode survie avec vos données, donc avec Databricks.